Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le touche-à-tout, ce soir, reçoit un seul invité, soit le directeur général du Cégep de la région de Thetford, M. Robert Rousseau. M. Rousseau, bonsoir. Bonsoir. On s'est vu à la toute dernière émission de la dernière saison, donc fin mai, début juin. Vous étiez très optimiste par rapport aux inscriptions pour l'année qui est commencée. Est-ce que vous aviez raison d'être optimiste? Finalement, oui. À la fin de l'année, on se disait que les inscriptions devraient être au rendez-vous, mais on sait que entre le mois de juin et le mois d'août, il peut se passer plein de choses, puis ça peut évoluer. Mais finalement, on a eu des bonnes nouvelles. On avait eu une année en 14-15 qui avait été très bonne avec 1072 inscriptions. On espérait au moins se rendre jusque-là et peut-être dépasser un peu. Puis c'est ce qu'on a fait. On se retrouve avec, à la rentrée scolaire, 1078 inscriptions au Cégep. C'est une augmentation de 6 étudiants. Et dans le contexte, je dirais qu'on est satisfait parce que si on regarde un peu l'ensemble des éléments qui touchent la clientèle, bien, on savait que ça serait plus difficile cette année d'atteindre une cible de cette nature-là. À titre d'exemple, on avait une hausse de clientèle à notre campus de Lobinière, une hausse importante. On était à 21 l'an dernier. On a 61 personnes qui ont étudié au campus cet automne, donc une belle hausse. Oui. On a ajouté une équipe de basketball collégial aussi, donc on parle d'une quinzaine d'étudiants. Mais on savait en contrepartie que notre bassin naturel allait baisser, comme c'est le cas depuis quelques années, et que ce sera encore le cas pendant 2 ou 3 ans encore. Donc on devait au moins s'équilibrer au niveau de cette baisse-là. Et en même temps, bien, on a eu un programme qui a fonctionné très fortement dans les dernières années, Technologie minérale. Il y a eu tout un boom minier il y a de ça quelques années, mais là, on sait qu'au niveau de l'industrie, c'est beaucoup plus au ralenti. Puis souvent, ce qu'on fait, nous, dans ces circonstances-là, c'est qu'on suit la tendance de l'industrie au niveau de notre clientèle. En d'autres mots, bien, il y a une forte cohorte de technologie minérale qui a terminé puis qui est partie, mais la cohorte qui est rentrée est moins nombreuse. Donc, si on regarde tous ces facteurs-là, bien, on est content d'avoir réussi à augmenter la clientèle au collège. C'est une bonne nouvelle pour nous. Quand on parle de 1078 inscriptions, est-ce qu'on sous-entend que ce sont des étudiants, des élèves qui suivent un cours régulier? Oui, strictement le régulier. Parce que si on regarde toutes les formations qu'il y a à la formation continue, bien, si on voulait vous donner le chiffre de l'ensemble des personnes qui suivent une formation au niveau du collège, il faudrait ajouter, évidemment, ça fluctue à la formation continue selon la période, mais toujours de 200 à 300 personnes de plus. Alors, le 1078, ce sont des étudiants qui étudient régulièrement? Oui. Quotidiennement? Oui. Quotidiennement, au secteur régulier qu'on appelle. On parle d'une augmentation de 6. Ça peut paraître drôle, mais quand on sait que la courbe est supposée d'être plutôt dans ce côté-là, puis là, elle est légèrement à la hausse, surtout selon les prévisions du ministère de l'Éducation du Québec, vous êtes en hausse de combien par rapport à ces prévisions? Eh bien, le ministère prévoyait qu'on serait autour de 700 étudiants au cégep cette année. Donc, si on fait le calcul versus 1078, ça fait un écart qui est considérable. C'est sûr qu'il y a des choses que le ministère ne peut pas prévoir dans ses prévisions. À titre d'exemple, l'implantation de programmes sportifs, ça ne fait pas partie des prévisions démographiques, on s'entend. Mais c'est plusieurs mesures additionnées ensemble qui font en sorte qu'on se retrouve avec un tel écart. Je viens de mentionner les programmes sportifs. Oui. Donc, si on regarde ça, il y a quand même, on peut calculer 75 jeunes qui sont au cégep en raison de l'activité au football. On parle de joueurs, mais aussi des blondes de joueurs, des amis, etc., des joueurs qui sont plus avec l'équipe, mais qui ont continué leurs études. C'est toujours comme ça. Donc, il y a toujours plus de monde que de joueurs dans l'équipe. Au hockey, on parle de 20-25 étudiants. Au basketball, on en a 45. Donc, juste là, vous voyez, le volet sportif nous amène de la clientèle. Au-delà de ça, il y a le campus à Lobinière. J'ai parlé de 61 personnes tantôt. On a développé des nouveaux programmes au fil des années. Gestion de commerce, c'est un bel exemple. Il y a quand même, si on ne dédouble pas, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes de gestion de commerce qui sont dans les programmes sportifs, à titre d'exemple, exclusion faite de toutes ces choses-là, il y a quand même 70-75 étudiants, bon an, mal an, qui sont en gestion de commerce, programme qu'on n'avait pas avant. Donc, quand on additionne tous ces éléments-là, il y en a quelques autres,
c'est comme ça qu'on finit par arriver à établir l'écart qui existe entre les prévisions du ministère et notre clientèle. Okay. Est-ce qu'un cégep de 700, ça serait viable? Ça serait viable, cependant, il y en existe d'ailleurs. Cependant, un cégep qui aurait 700 étudiants ne pourrait pas, selon moi, offrir la même gamme de services puis d'opportunités de formation à sa clientèle qu'un cégep tel que le nôtre, là. Il y a une masse critique qui nous permet de faire les activités telles qu'on les fait. Cette masse critique-là, ça gravite autour du chiffre de 1000 étudiants. Plus qu'on s'éloigne de ce chiffre-là, plus que c'est difficile. Actuellement, ce qui est intéressant avec le nombre d'étudiants qu'on a, c'est que, et on est chanceux en passant au niveau de la répartition de ces étudiants-là dans les différents programmes. On a une bonne année à ce niveau-là. On n'a pas des programmes très forts et d'autres qui traînent la patte. Ah oui, okay. C'est mieux équilibré que ça l'a été dans les 10 dernières années. Bien, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'il y a une viabilité au niveau de nos programmes actuellement. Et ça fait en sorte aussi que pour nos industries, on continue à offrir des services. Il va y avoir des finissants en génie mécanique dans quelques années. Il y en a l'an prochain, il y en aura dans 2 ans et dans 3 ans. Et on espère pour longtemps encore. Mais on peut garantir ça. On peut garantir qu'il y aura des infirmières. On peut garantir qu'il y aura des gens en éducation spécialisée ou en électronique industrielle. Puis c'est comme ça qu'un cégep peut servir sa région. C'est en offrant des finissants qui vont ensuite aller remplir les offres d'emploi qui sont disponibles dans nos diverses entreprises. Puis ça, bien, à 700 étudiants, c'est certain qu'on n'aurait pas la même carte de programme, on n'aurait pas la même offre et on ne répondrait pas de la même façon aux besoins de nos industries et de nos commerces. Avec les... vous avez mentionné là, qu'au niveau sportif, là, on a cette année, en tout cas, une bonne équipe de football. Il n'a pas encore connu la défaite. Effectivement. Il y a une équipe de hockey, puis il y a l'équipe de basket. Ils viennent d'où, les gens de l'extérieur, majoritairement? Là? Okay. Au niveau du basket, ils viennent de la région de Montréal, de l'Outaouais, quelques-uns de Québec et aussi de France. On avait des joueurs de football français, on a des basketteurs de Lyon, français. À un moment donné. Oui, là, effectivement. On a recruté 8-9 joueurs de basketball français, dont un joueur de 7 pieds 1 pouce, que les gens voient en ville. Qui mesure 5 pieds, elle l'a croisé et elle l'a trouvé grand. Effectivement. Donc, on commence à diversifier aussi les lieux de recrutement pour le programme de basketball. Parce qu'il faut comprendre que c'est un programme, lui, c'est vraiment un programme d'excellence. L'objectif qu'on a avec ça, c'est de développer des joueurs de basketball qui vont finir un jour par joindre ce qu'on appelle la NCAA aux États-Unis. Oui. Donc, les plus hauts niveaux sportifs aux États-Unis. Et aussi avoir certains de ces joueurs-là qui pourraient être repêchés dans la NBA éventuellement. À titre d'exemple, il y a un ancien de l'Académie qui s'appelle Chris Boucher, qui a passé par notre académie de basket. C'était avant qu'elle arrive à Thetford, mais il a quand même passé à travers le programme, disons. Il fait partie des 60 plus beaux espoirs de la NBA, puis il est admissible au repêchage dans quelques mois. Donc, ça se pourrait qu'on ait un jeune issu de ce programme-là qui se retrouve professionnel. C'est le rêve de ces jeunes-là, quand ils viennent à Thetford. Le but, c'est vraiment de faire en sorte d'aller plus loin, oui, au niveau scolaire, mais aussi au niveau de leur sport, graduer au niveau universitaire. Les plus forts s'en vont aux États-Unis, d'autres vont aller au niveau canadien. Et dans certains cas, c'est d'en retrouver un certain nombre, comme notre monsieur de Sapier, peut-être un jour, pourrait devenir un professionnel. Oui. Ouais. Comment s'appelle-t-il le monsieur qui est en charge là, du basket, là, qui a une sommité, je pense, dans le domaine? Là? C'est Igor Rouigema. Ah oui? Oui. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le basket, qui est un bon entraîneur, un bon recruteur. Avec beaucoup de discipline, hein? Beaucoup de discipline. Et c'est quelqu'un qui travaille fort pour essayer de vendre, entre guillemets, ces jeunes, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des dépisteurs qui suivent ces jeunes-là. Cette semaine, on a reçu au cégep un dépisteur d'une université américaine. Lui aussi était assez impressionnant qu'on le regardait. Mais qu'on reçoive à Thetford Mines des dépisteurs de la NCAA et même des gens au niveau professionnel, pour nous, c'est tout nouveau. Comme ce l'est de jouer contre le Rouge et Or de l'Université Laval, les Gators de Bishop. Il y a de ça quelques jours,
On a joué contre l'UQAM, qui est une équipe de basketball universitaire. Ça, à Thetford, on ne s'attendait pas à ça il y a de ça quelques années. Fait que c'est un beau projet avec tout ce que ça nous apporte comme opportunité d'avoir une nouvelle activité sportive, des jeunes qui viennent dans nos programmes. Certains dans la région vont probablement y rester, d'autres vont continuer ailleurs. Donc, c'est toujours gagnant, ça. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut toujours dire que le cégep à Thetford est 100 différent, comme on voit sur votre veston, là? Bien, le cégep de Thetford, pour moi, être 100 différent, ça signifie que le cégep de Thetford va faire des choses que d'autres font. On ne peut pas tout faire différemment. Mais quand on va le faire, on va penser à une façon originale de le faire. On va essayer de se démarquer. Du basketball, il y en a à bien des endroits au Québec, là. Mais du basketball, comme on le fait à Thetford, avec une académie, avec une équipe senior, une équipe junior, ensuite une équipe collégiale, une structure intégrée avec la possibilité d'envoyer des jeunes aux États-Unis, mais vous ne verrez pas ça ailleurs. Puis dans tous les projets qu'on fait, c'est comme ça qu'on essaye de se démarquer en se donnant une couleur, une particularité que les autres n'ont peut-être pas vue, en faisant les choses autrement, finalement. Ouais. Au mois de mai, là, lors de notre dernière rencontre, vous nous avez parlé de la possibilité d'avoir un nouveau projet très intéressant. Oui. Et là, au moment où on se parle, on est au début d'octobre, il est annoncé, le projet, là. Le projet est annoncé. À ce moment-là, on parlait de... On ne voulait pas dire ce que c'était. On attendait d'avoir des confirmations, évidemment. Mais on a annoncé, il y a de ça quelques semaines, que le cégep de Thetford obtenait le nouveau programme de technique de la plasturgie, mais selon une formule particulière. D'obtenir un nouveau programme, c'est bien. Puis dans le cas de plasturgie, c'était nécessaire parce que c'est un programme qui datait de 1986. Ouais, on offre la plasturgie déjà, oui. Nous, ici. Là. Oui, mais c'est une nouvelle version, une nouvelle mouture. Ah, okay. Les programmes, ça vieillit, puis il vient un temps où est-ce que si on ne les change pas, bien, le programme est désuet, répond plus aux besoins de l'entreprise, il n'y a plus de monde qui s'y intéresse. Et nous, on avait un programme qui datait de 1986. Ça veut dire, dans le monde de l'éducation, une éternité. Ouais, 29 ans, là. C'était vieux. J'étais étudiant au cégep, moi, quand ce programme-là est arrivé, donc j'ai eu le temps de faire du chemin depuis. Donc, on a obtenu un nouveau programme. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on l'a obtenu selon une formule particulière. Et ça, c'est là que toute la beauté du projet se retrouve. On a déposé un concept au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un concept de formation duale, un projet, en d'autres mots, qui vise un rapprochement entre l'industrie et notre maison d'enseignement, dans ce cas-ci. C'est une première au Québec, c'est inspiré de l'Allemagne. C'est un concept selon lequel les étudiants, au lieu de faire des cours théoriques, des laboratoires, des stages éventuellement, bien, la formation, elle se donne en industrie, avec du réel, avec un contexte industriel, avec un statut où l'étudiant devient un employé de l'entreprise, mais il est suivi quand même par un enseignant. En d'autres mots, on conjugue enseignement et expérience de travail. Est-ce que ça peut ressembler un peu à ce que l'Université de Sherbrooke offre dans sa formule coopérative? C'est autre chose. C'est autre chose? C'est autre chose. Les stages existent déjà au niveau collégial. On appelle ça l'alternance travail-études. Mais dans ce cas-ci, c'est qu'on prend des cours dans une session régulière de cours et on va en industrie et on fournit à un étudiant un projet réel. L'étudiant se retrouve avec un patron, des confrères, consoeurs de travail, des règles à suivre comme dans toute industrie. Puis à travers ces projets-là, il va voir sa formation avec du concret, avec un prof, par exemple, qui est toujours présent. L'enseignant continue à jouer son rôle d'enseignant et vient appuyer l'étudiant et le former, l'enseigner selon les besoins. Et ça, bien, ça n'existait pas en formation technique. Je pense qu'il y a plusieurs collèges qui cogitaient des projets, mais le premier projet a été annoncé selon la formation duale. C'est le projet qu'on a déposé et qui a démarré il y a quelques semaines. Et c'est ce que le ministre Blais est venu annoncer à Thetford Mines il y a de ça pas longtemps. Ça témoigne d'une intention de travailler au rapprochement de l'école et de l'industrie. La formule d'apprentissage en milieu de travail a non seulement des avantages pour les entreprises, mais aussi pour les étudiants. C'est un excellent moyen de leur assurer une formation en lien direct avec les besoins du marché du travail et de leur faciliter la transition entre le milieu scolaire
et celui de l'emploi. Pensons à la question du décrochage scolaire, notamment. On sait très bien que si rapidement, notamment ceux qui n'ont peut-être pas un intérêt pour continuer ou poursuivre leurs études jusqu'à l'université, on sait que si on réussit à les associer, à les lier à une formation, à un emploi concret qu'ils vont pouvoir faire, qu'on a un impact important là, sur le décrochage. L'annonce que nous faisons aujourd'hui est donc une suite directe de notre engagement. L'industrie de la plasturgie emploie plus de 21 000 personnes à travers le Québec dans plus de 500 entreprises. Emploi Québec estime que les perspectives d'emploi dans le domaine sont favorables. C'est donc un domaine tout indiqué pour offrir une formation avec apprentissage en milieu de travail. Alors, on est les premiers à y arriver. Vous avez mentionné le coopératif. Moi, ce que j'espère dans quelques années d'ici, c'est si on prend l'exemple de l'Université de Sherbrooke, qui s'est fait un nom avec le système coopératif. Si on fait un parallèle avec ça, le système dual, on espère que le Cégep de Thetford sera en mesure de se faire un nom par rapport à ça, puis de laisser sa marque au niveau de l'échelle provinciale pour ce qui est de la façon de faire de la formation technique. En gros, ce que ça signifie, un tel projet, en passant, c'est qu'il y a 50 des heures qui sont en industrie. Ah oui, autant que ça? Oui, il y a de la théorie, il y a, évidemment, il faut donner les bases, il y a la formation générale qui est toujours présente, et il y a 50 de nos heures qui se passent en industrie, et il y a aussi des stages. Donc, quand je disais que ce n'est pas des stages, les stages existent, continuent d'exister, mais dans le reste de la formation, on se déplace, on va dans plusieurs industries, certaines locales, d'autres à l'échelle provinciale. Et nos étudiants vont avoir l'occasion, d'après moi, d'être formés directement en industrie, de comprendre c'est quoi l'industrie, d'être mieux préparés quand ils vont sortir à faire face au marché du travail. Ils vont avoir utilisé davantage d'équipements que ce qu'on peut offrir aussi à l'école. Il y a quand même une limite au nombre d'équipements qu'on peut avoir, même si je pense qu'on est plutôt bien équipés. Ils vont voir 40 de leur formation en ce qu'on appelle de la production, 40 en conception, puis 20 en contrôle de qualité, caractérisation, plus un travail plus de laboratoire. Ça correspond à peu près au prorata des jobs qui sont offerts à nos finissants. Donc, on s'assure de couvrir l'ensemble des technologies, l'ensemble des types d'entreprises, l'ensemble des besoins. Puis les étudiants vont, selon moi, vont avoir la chance de voir l'industrie telle qu'elle est. Ouais. On va aller dans certaines industries. Un étudiant peut faire une quinzaine d'industries au cours de son programme d'études. Il va voir la toute petite industrie, donc le P dans PME. Puis il va voir aussi des industries de plus grande envergure jusqu'aux plus grandes entreprises comme IPL, à titre d'exemple, qui est une grande entreprise. Donc, ils vont voir les différences au niveau des entreprises, ils vont voir les différences de culture, les différences au niveau du fonctionnement, les différences de taille, évidemment. Puis ça va leur donner, moi, je pense, une plus-value pour être mieux préparés. Puis ça, c'est demandé par le marché du travail de faire en sorte que les étudiants leur arrivent, c'est-à-dire mieux préparés, plus près de la réalité, sans nécessairement les préparer, ce que personne ne veut, pour un seul type d'entreprise. Il faut quand même que l'étudiant soit apte à œuvrer dans l'ensemble du domaine, dans ce cas-ci de la plasturgie. Fait que c'est un premier projet, puis on a la chance que ce soit à Thetford qu'on le fasse. Mis à part le fait là, que ça va permettre la mise à jour du programme là, qui datait de 29 ans, oui. Bon. Oui. Est-ce que ça va entraîner plus d'étudiants dans ce domaine-là, compte tenu du fait que vous offrez quelque chose de vraiment particulier? Là? Ce qui est certain, c'est que ça va engendrer un intérêt. Je vous donne un exemple. Nos étudiants de deuxième année nous disaient, bien, pourquoi c'est nous les derniers qui passent sur l'ancienne approche? Ah, oui, on peut-tu recommencer? Ah oui. Évidemment, la réponse est non, là, mais déjà, avant même que ce soit annoncé, ça suscitait un intérêt. Depuis que c'est annoncé, ça continue à susciter de l'intérêt de la part des entreprises, de la part des différents médias, puis des étudiants aussi. C'est un outil de plus pour vendre un programme de formation qui a été difficile à vendre pendant plusieurs années. On a la chance d'avoir démarré avec 19 étudiants cette année, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Là, c'est parti, là. C'est parti. On a démarré, là. Ah, OK. Exactement. On va aller en industrie dans quelques semaines. Là. Ah, bon. On a une première déjà qui s'en vient, là.
Ah bon. Mais l'idée de base, c'est qu'on va faire notre premier recrutement sur cette approche-là dans les prochains mois. Ceux qui sont là actuellement ne savaient pas qu'on réussirait à obtenir le nouveau programme. Ils sont inscrits en ne sachant pas toute la nouvelle formule. Donc là, ça va être le premier tour de roue où est-ce qu'on va s'annoncer en information scolaire. On va faire connaître ce programme-là. Oui. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est un marché où est-ce qu'il y a près de 600 entreprises, donc il y a des besoins. On est les seuls à former, puis il n'y a pas eu beaucoup de techniciens dans les dernières années, donc le besoin de main-d'œuvre, il est présent. Il est même criant. Il est criant, puis la nouvelle formule va juste faire en sorte d'aider à rapprocher les étudiants de cette industrie-là. Donc, au niveau du placement, ça devrait être très bon pour nous, là. Bon, bien, tant mieux. On a parlé également au mois de mai, puis je reviens aussi parce que au gouvernement du Québec, ils ont instauré un régime d'austérité. Et je voudrais savoir, au niveau budgétaire, au cégep de Thetford, comment on se débrouille, là, et les coupures, parce que vous avez eu des coupures, est-ce que ça touche vraiment directement les services aux étudiants? Moi, j'ai le sentiment qu'on s'en est bien tiré cette année. Il faut le mentionner. Il y a très peu de cégeps qui ont réussi à déposer un budget en équilibre. On fait partie des cégeps qui ont réussi à déposer un budget en équilibre. Si on disait qu'il n'y a aucun service qui est affecté, je pense que ce serait exagéré parce que c'est impossible. Moi, depuis que je suis en place, on a 850 000 $ de moins dans notre budget de fonctionnement. Donc, nécessairement, oui, ça a un effet. Oui, ça a un effet, mais on a travaillé à minimiser cet effet-là. Puis je pense qu'on a plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. En d'autres mots, on n'a pas juste travaillé à couper des choses puis à faire en sorte que les services soient moins disponibles ou moins accessibles, ou même des fois, dans certains cas, n'existent plus. On a plutôt travaillé à équilibrer notre budget de diverses manières. On a essayé de toucher davantage à ce qui est administratif et moins ce qui est service direct. On a aussi travaillé fort sur nos revenus. D'exemple, revenus de formation aux entreprises, revenus de formation continue, etc. Ça a fait une grande différence. On a une formation continue qui est performante. Et quand je vous dis qu'on est en équilibre, c'est quelque chose qui fait partie de l'équation pour l'expliquer. Donc, à date, je dirais que la situation du collège, elle est correcte, dans le sens qu'on a un budget en équilibre. On a peu de réserves, mais on en a un petit peu quand même. Et tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'au moment où on se parle, la santé financière du cégep, elle est bonne. C'est certain que si, dans les prochaines années, on continuait à avoir ce type de coupure-là, ça deviendrait de plus en plus difficile, puis on a nos limites à pouvoir se réinventer. Ouais. Mais au moment où on se parle, on a quand même bien réussi, je pense, à se tirer d'affaire, puis faire en sorte qu'on a encore... c'est plus difficile, mais on a encore le potentiel, la marge de manœuvre pour penser, développer, faire des choses autrement, comme on disait tantôt. Ah ben oui. Juste avant le début de l'émission, vous me donniez un exemple, là, un étudiant qui veut rencontrer un professionnel, au lieu qu'il prenne une ou deux journées, ça peut y prendre 2 semaines. Oui, c'est le genre de choses qui peut arriver, effectivement. Oui. Alors, mais tant que ça ne devient pas, entre guillemets, dramatique, c'est-à-dire si on me dit que l'étudiant ne peut pas rencontrer un professionnel, là, j'aurais un problème sérieux parce qu'on a des services à offrir. Si on me disait que le délai était déraisonnable, ce serait la même chose. Mais si, supposons, on a un délai de 2 semaines alors qu'avant, c'était moins important que ça, bon, je vous dirais qu'on va faire avec, là. On n'aura pas le choix de toute façon, là. Nos ressources sont limitées, mais on essaie de faire en sorte que les étudiants aient accès aux services, aient accès aux activités, aient accès à tout ce qui est encadrement, support pédagogique. Notre priorité va rester toujours là. On essaie de focusser le plus possible sur tout ce qui est relié à notre mission. On a une mission de formation, et ça, c'est autant au niveau scolaire, évidemment, qu'au niveau parascolaire, mais tout ce qui gravite autour de ça, qu'on le veuille ou non, on essaie de le mettre en priorité. Ouais. Ouais. 2 semaines, ça me passait une réflexion. Si on voulait rencontrer un professionnel de la santé à l'intérieur de 2 semaines, on serait content. Ça serait bien. Aujourd'hui, là, dans le vécu qu'on a, là, 2 semaines, ça relève du miracle. Donc, on s'en tire pas si pire. Oui.
C'est quoi le montant du budget que vous avez, comme cette année, là? C'est le budget du cégep est de l'ordre de... Ça dépend des enveloppes, parce que le cégep a, je dirais, plusieurs budgets. Ah oui? Oui, et ils ne sont pas tous au même niveau, puis ils ne sont pas tous coupés non plus. Ah bon, il faut savoir. Le modèle de financement des cégeps, ça s'appelle FABES, F-A-B-E-S. Si je pars de la fin, le S, c'est des budgets spéciaux. Donc ça, c'est... D'année en année, ça change, puis bien franchement, il en reste de moins en moins. C'est une des premières choses qui a été coupée. Le E, c'est le budget des enseignants, c'est la masse salariale des enseignants. Elle va fluctuer en fonction du nombre d'étudiants, carrément. Okay. Donc, c'est conventionné, il y a un ratio. Ensuite, le B, c'est le bâtiment, c'est les immobilisations. On n'a pas été coupé dans ça. C'est pas une zone où est-ce qu'il y a eu des coupures. Tout comme le A, qui est tout ce qui est appareillage, c'est pas un budget qui a été coupé. Et finalement, le F, le fonctionnement, le fixe, c'est là que nos coupures sont. Donc, si on additionne tous ces budgets-là ensemble, le cégep de Thetford, c'est une machine de 18 millions. Ah bon? Mais il y a une zone de 7-8 millions par année où est-ce que l'ensemble des coupures, c'est là que ça se passe. Donc, ça veut dire que je dirais, en anglais, on dit « surgical strike ». C'est un endroit bien précis que les coupures se font, puis c'est pas notre budget le plus important. Bon, ben, donc, c'est pour ça que ça devient plus complexe. Qu'on le veuille ou non, dans le budget de fonctionnement, bien, on a des salaires avec des permanences, on a des coûts fixes. À titre d'exemple, il faudra bien payer notre électricité, nous aussi. Hein? Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que c'est là qu'on est obligé de faire de la gymnastique puis travailler fort pour trouver des solutions pour balancer nos budgets. M. Rousseau, merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir le directeur général du cégep de Thetford, M. Robert Rousseau. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.